7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aidez-nous à vivre, pas à mourir. Ce sont les mots de Philippe Pozzo di Borgo. Alors vous le connaissez, il est devenu tétraplégique en 1993. Il a inspiré le film Intouchable. Il est devenu une figure bien connue du combat contre l'euthanasie. Alors la question de la fin de vie revient au cœur des débats. Pour rappel, le projet de loi est non seulement attendu mais clivant. Et depuis des mois, le texte n'a cessé d'être repoussé. D'abord reporté de septembre à décembre. Il devait être présenté fin 2023 au Conseil des ministres, après un passage en Conseil d'État, puis il devait être rendu public courant février, mais nous n'avons toujours pas de nouvelles de l'euthanasie en France. Alors face à ce sujet fondamental qu'est le soin, le respect de la vie, des voix s'élèvent, dont l'Incorrect, avec sa nouvelle une qui est consacrée à ce thème pour le mois de février. Et pour en parler ce matin, nous sommes notamment avec Rémi Carlu, rédacteur en chef adjoint à l'Incorrect. Bonjour à vous Rémi Carlu. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Et nous sommes avec le docteur Jean-Marie Gomas. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes ancien président du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, auteur de ce livre Fin de vie, peut-on choisir sa mort? L'euthanasie n'est pas la solution, aux éditions Artege. Alors je voulais d'abord revenir sur la une de l'Incorrect. Vous avez choisi donc ce thème sensible de l'euthanasie et vous avez mis en débat deux penseurs, notamment Pierre Manent et Alain Finkielkraut. Ce qui est intéressant, c'est que les deux n'ont pas la même position. Pierre Manent les deux sont plutôt conservateurs, oui. Et pourtant, Pierre Manent, catholique, est contre l'euthanasie et Alain Finkielkraut est pour. Alors quels sont les arguments de chacun? Oui, ça nous a paru intéressant. Le contexte étant qu'en France, il y a effectivement cette loi sur l'euthanasie qui devrait arriver, qui devrait être votée, sans véritable débat. On a toujours un théâtre de délibération dont l'exemple le plus triste, si vous voulez, a été la Convention citoyenne sur la fin de vie, où il y aurait des tonnes de choses à dire. Mais donc, on a une mise en scène de délibération publique sur une question qui est gravissime, qui est peut-être la plus grave face à laquelle les sociétés humaines sont mises face, si vous voulez. Et donc, il y a eu très peu de débats. Et donc, nous, on a essayé, évidemment, de boucher modestement ce trou, en confrontant deux des plus grands penseurs de notre temps, deux philosophes plutôt conservateurs, effectivement, ils ne sont pas d'accord sur la question. Donc on a d'un côté Pierre Manent, catholique, et qui, si vous voulez, plaide pour le respect de la loi naturelle et la préservation il ne faut pas, on n'a pas le droit de tuer son autrui, si vous voulez, donc la vieille loi, une vieille loi humaine et même naturelle, comme on dit. Et puis en face, il y a Alain Finkielkraut, qui lui est assez soucieux notamment de la question des maladies dégénératives, et qui donc est plutôt favorable à l'euthanasie, tout en n'étant pas, si vous voulez, dupe de ce qui peut se passer, notamment de la pente inflationniste qui risque d'arriver. Donc il tient une position qui, à mon avis, est un petit peu difficile à tenir, si vous voulez, c'est de voter une loi, mais avec de très forts garde-fous. Voilà. Et je pense que là, c'est assez compliqué à tenir parce que, en tout cas, dans aucun pays, on n'a jamais vu des garde-fous qui réussissent véritablement à garder. On va revenir évidemment sur ce qui se passe en Belgique. Alors, vous pensez que ça va aussi au-delà du clivage conservateur, c'est-à-dire que il y a quelque chose, la mort, c'est évidemment un sujet tellement profond que ça va au-delà. Là, Pierre Manent, Alain Finkielkraut, on aurait pu penser qu'ils pensaient la même chose, oui. Et là, ça va au-delà de ça. Oui, c'est vrai. Je vois qu'il y a une moins grande, même dans des milieux conservateurs, si vous voulez, il y a une moins grande unanimité sur ce sujet que sur la question par exemple, du mariage homosexuel. On avait fait un hors-série avec l'Incorrect il n'y a pas longtemps sur le mariage homosexuel, où là, quand vous allez dans un milieu conservateur, ou moins catholique culturellement, là, il y avait une sorte d'unanimité, en tout cas à l'époque, contre le mariage homosexuel. Sur la question de l'euthanasie, c'est plus compliqué parce que chacun a été personnellement mis face à des situations avec des proches sur la question de la mort, et donc c'est beaucoup moins... les lignes de partage, si vous voulez, sont beaucoup moins définies, avec en plus surtout une méconnaissance de ces sujets sur la question de l'euthanasie, des soins palliatifs. Donc l'opinion, en tout cas, ne sont pas encore informées et formées comme elles le sont sur d'autres sujets beaucoup plus clivants, mais de manière presque directe, si vous voulez. Alors, docteur Jean-Marie Gomas, il y a eu cette convention citoyenne qui a réuni 184 citoyens. L'euthanasie devient un sujet de société, de fracture. Alors, vous avez évidemment suivi cette convention citoyenne. Est-ce qu'il y a dans votre livre, Fin de vie, peut-on choisir sa mort, édition Artege, a-t-il été entendu ?
Ah non, il n'a pas été entendu puisque le livre a été écarté de la bibliographie de la Convention citoyenne. Vous savez, entre nous qui nous occupons de ce sujet, on n'appelle pas ça une Convention citoyenne, on appelle ça une manipulation citoyenne. Quand vous prenez 185 personnes qui n'y connaissent rien et que dès le premier week-end de travail, vous leur mentez sur la présentation des choses, vous faites parler lors du premier week-end un euthanasieur belge et un suicideur suisse comme premier intervenant et non pas un palliatologue français puisque c'est la loi en France de développer les soins palliatifs, on a tout de suite compris dès le premier week-end de travail que le ton était donné, il y aurait manipulation et une pression puissante pour que cette convention citoyenne soit pro-euthanasique. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a plein de forces pro-euthanasiques dans le pays qui ont été mises en place et orchestrées. Une partie du comité consultatif national d'éthique a été remplacée pour mettre des gens qui sont pro-euthanasiques et on le savait. Donc voilà le résultat, avec un ancien président de soins palliatifs qui ouvre la porte sur la transgression absolue de l'euthanasie. Donc c'est tout de même vertigineux comme virage de société. C'est parce que la question, elle est là. C'est une vision différente de la société. Qu'est-ce qui fait sens entre nous? Qu'est-ce qui fait civilisation? C'est la solidarité et le respect de l'autre. Et on voit bien d'ailleurs dans tous les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, aucun pays n'arrive à contrôler les choses. Et on va en parler juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il est 8h. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Et le philosophe Damien Leguet nous a rejoint. Bonjour Damien Leguet. Bonjour à vous. Alors, vous êtes président du comité national d'éthique du funéraire. Vous êtes auteur de Le fin mot de la vie aux éditions du Cerf. Alors, tout à l'heure, votre collègue docteur Jean-Marie Gomas a parlé de manipulation citoyenne en parlant de la Convention citoyenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de manipulation citoyenne? En tout cas, votre réflexion et votre point de vue sur l'euthanasie, notamment, n'a pas été entendu dans cette Convention citoyenne. Dr Gomas a tout à fait raison. C'est vrai que malheureusement, cette convention citoyenne était tellement orientée, elle mettait tellement en avant effectivement cette solution-là. Et pour reprendre un autre élément, la question qui était posée par le Premier ministre était forcément complètement biaisée. La question était, croyez-vous que toutes les situations sont prises en compte par la loi? Et si tel n'était pas le cas, pensez-vous qu'il importe de changer la loi? Évidemment, toutes les situations ne sont pas prises en compte par la loi. Évidemment, dans ces conditions-là, il fallait changer la loi. Mais le problème, c'est ce que dit Pierre Manant dans ce très bon échange qu'il fait avec Alain Finkielkraut. Le problème de la loi, c'est qu'à partir du moment où nous changeons la loi avec un grand L, la loi fondamentale, celle qui nous protège les uns les autres et qui nous donne le sens de la liberté, à partir du moment où nous changeons cette loi-là au regard des cas particuliers, eh bien à ce moment-là, plus aucune loi ne tient, et à ce moment-là, nous sommes dans une spirale qui suppose que de plus en plus de personnes sont susceptibles de faire prévaloir leur propre souffrance ou leur propre situation intolérable pour accéder à l'euthanasie. C'est malheureusement absolument imparable, et c'est pour ça que la question, me semble-t-il, elle est simple. Faut-il être pour ou contre le principe de l'euthanasie, indépendamment de toute restriction possible que l'on pourrait mettre en place et que la Convention citoyenne cherche à mettre en place, parce que toutes les restrictions possibles finiront par sauter. Alors Jean-Marie Gomas, donc on a parlé de cette Convention citoyenne. Pour vous, dépénaliser l'euthanasie serait incitatif. Donc cette légalisation pourrait conduire à des abus, ou en tout cas inciterait les gens finalement à se donner la vie alors qu'ils n'avaient pas forcément besoin ou envie. Se donner la mort, oui. Se donner la mort. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit aux responsables politiques qu'on a rencontrés depuis 2 ans que nous travaillons officiellement sur ce sujet. On leur a dit, nous les Français, on a de la chance puisqu'on a l'exemple des pays étrangers qui ont dépénalisé l'euthanasie depuis 20 ans, 5 ans, etc. Et c'est une telle dérive dans tous les pays étrangers, même s'ils prétendent le contraire, mais il y a des faits objectifs qui ne trompent pas. Belgique et Hollande ne respectent absolument pas leur propre loi. Et au Canada, c'est open bar, jeunes, vieux, fin de vie, pas en fin de vie, sur les demandes des familles. Il suffit de lire le rapport qui vient de sortir du Québec sur la fin de vie pour voir à quel point
aucun contrôle ne tient. Au nom de la démocratie, au nom de l'égalité entre tous les citoyens, si vous donnez la possibilité de l'aide à mourir, et ça c'est la première victoire des pro-euthanasiques, c'est d'avoir infiltré le langage avec cette expression qui ne veut rien dire. L'aide à mourir, qu'est-ce que ça veut dire l'aide à mourir? Soigner, c'est aider à vivre ou à mourir le moins mal possible. Donc aide à mourir, c'est un euphémisme délibéré pour rassembler euthanasie et suicide assisté sous un même vocable qui semble gentil. Qui voudrait refuser une aide? Et on l'a dit au ministre, Mme Firmin Lebaudot, qui s'occupait de ça et qui ne nous a pas écoutés, vu son avant-projet de loi. Donc, aucun pays n'arrive à respecter les règles. Même l'expert Théo Boer de Hollande est venu, a fait un article exprès en français pour nous dire « Vous les Français, attention, vous n'y arriverez pas. Nous ne sommes pas capables d'encadrer l'euthanasie. En Hollande, c'est open bar. Et donc, ne faites pas ça parce que c'est incontrôlable. » Eux-mêmes nous le disent. Ouais, alors, Rémi Kerlu, vous acquiescez évidemment ce que dit le docteur Jean-Marie Gomas. Dans l'incorrect, évidemment, vous en parlez de cette euphémisation de ce terme de la mort, comme si finalement cette convention citoyenne et puis même les pro-euthanasie sont quand même ne sont pas très à l'aise avec l'idée de la mort, de se donner la mort. On sent bien qu'il y a une porte, quelque chose qui est ouvert, qui peut être absolument vertigineux. Oui, absolument. Quand on joue sur les mots à ce point et qu'effectivement, donc dans le premier projet de loi qui avait fuité un petit peu dans le Figaro, je crois, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de décembre, effectivement, les termes ni euthanasie ni suicide assisté ne sont repris et assumés en tant que tels, mais on reprend effectivement cette expression, comme c'était très bien décrit, d'aide active à mourir pour à mon avis, euphémiser le mal et essayer de faire passer quelque chose qui peut, au premier abord, choquer. Pour revenir sur la question des dérives, moi je pense que c'est l'argument effectivement le plus imparable sur la question de l'euthanasie, parce qu'on peut avoir effectivement des tonnes d'arguments philosophiques, etc. en la matière, mais la question de l'impossible contrôle de l'euthanasie, de l'impossibilité des garde-fous, à mon avis, est tout à fait imparable. Et donc la question est celle que M. Leguet a posée, c'est êtes-vous pour le principe euthanasique en tant que tel appliqué à une majorité des cas, puisque au fond, c'est ce qui se passe dans tous les pays, encore une fois, puisque ce genre de loi, si vous voulez, est encodé dans le vocabulaire des droits de l'homme. Et donc, à partir de là, à partir du moment où vous faites toujours une première loi qui est évidemment restrictive, ça c'est évident, mais ensuite, chacun, du fait même des droits de l'homme, du fait même de la logique et du vocable des droits de l'homme, vient réclamer son dû. Et l'État moderne, libéral, donc réputé neutre sur le plan axiologique, si vous voulez, est l'État qui n'a plus le droit de se prononcer sur le bien et le mal, est obligé de permettre toujours davantage et de répondre, si vous voulez, aux doléances de ses citoyens. Telle est la modernité. Donc, de fait, il est nécessairement aspiré dans une logique inflationniste et laxiste sur la matière. Alors, vous dites, docteur Jean-Marie Gomas, que justement les médecins n'ont pas été consultés parce que c'est quand même une trahison du serment d'Hippocrate, cette histoire d'euthanasie. Pourquoi justement les docteurs sont pas consultés? Parce que ça sort évidemment parce que évidemment quand on vous dit êtes-vous pour que quelqu'un souffre d'atroces souffrances, le pathos évidemment peut dicter votre réflexion. Et en tout cas, les docteurs eux voient bien ce qui peut se passer avec cette légalisation de l'euthanasie. C'est inexact de dire qu'on n'a pas été consulté. Pas assez, c'est ça que je voulais beaucoup dire. de soignants et des organisations médicales ont été reçus par le ministre. Le ministre a prétendu Madame la ministre a prétendu avoir co-construit le projet de loi. Il n'y a rien eu comme construction, puisque c'était des ersatz et des faux semblants de discussion, et que tout ce que nous avons dit n'a pas été repris dans le projet de loi. Et quand on disait au ministre, regardez la Belgique ou la Hollande, ils ne contrôlent rien, c'était un argument qu'elle ne voulait pas entendre et qu'elle a mis de côté. Et elle continue à dire qu'à la française, on va pouvoir contrôler. C'est-à-dire, c'est vraiment un dogme. Et en fait, depuis des années que je m'occupe de ce sujet, et nous avons publié ce livre pour éclairer chacun d'entre nous là-dessus, c'est le dogme contre l'expérience. Vous avez d'un côté les cliniciens, ceux qui ont fait de la médecine et éventuellement de l'éthique et de la philo, et puis de l'autre, des gens qui n'ont jamais soigné et qui sont dans le dogme. L'aide à mourir, c'est bien, c'est un progrès. Je ne vois pas très bien pourquoi ce serait un progrès. Ça, c'est plutôt un retour en arrière de toute civilisation que de tuer l'autre.
on part sur un dogme de liberté, autonomie, progrès, sans réfléchir vraiment au fondement. Et pourtant, il y a des grands penseurs qui construisent des choses tout à fait extraordinaires, tout à fait invraisemblables. On se demande comment ils arrivent à des conclusions pareilles. D'ailleurs, récemment, on écoutait le vice-président de l'espace éthique régional Île-de-France qui a dit des choses totalement hallucinantes, aboutissant au fait qu'on pouvait euthanasier les gens. Et les philosophes de formation. Pourquoi ? Parce que c'est un dogme qui est en marche. C'est un dogme. Ils n'écoutent pas la réalité des gens. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui nécessite beaucoup d'humilité et de délicatesse. C'est la souffrance d'autrui. Quand la souffrance d'autrui nous dit « je préfère mourir que cette vie-là », il faut l'écouter, la respecter, travailler avec. Attention à ne pas être trop dogmatique. D'ailleurs, le monde du sympathisme n'a jamais forcé qui que ce soit à vivre quelque chose contre la volonté du malade. D'ailleurs, c'est inscrit dans la loi que le malade est acteur de sa propre vie. Donc, il faudrait plus de temps pour développer ça. Attention à respecter cette souffrance, mais cette souffrance ne veut pas dire forcément « tuez-moi ». Ça, c'est vraiment l'interdit de l'euthanasie. Il faut leur expliquer et il faut se battre, nous qui avons l'expérience, qui avons entendu des milliers de malades nous demander éventuellement à mourir et finalement ne pas aller jusqu'au bout de leur geste et nous remercier de ne pas l'avoir fait, ce qui m'est arrivé tout au long de ma vie. Je ne dis pas que c'est facile d'être malade, évidemment, je suis bien placé pour savoir, j'ai dirigé un service douleurs chroniques soins palliatifs toute ma vie. Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui fait sens pour l'autre ? C'est au-delà des apparences, avec beaucoup d'humilité, un travail avec l'histoire de chacun des sujets, avec l'environnement familial de chacun des sujets. Et ça, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Sinon, nous sortons de la civilisation. Ah oui, donc Damien Leguet, justement, moi je voulais vous parler de ça, du dogme en marche dont a parlé le docteur Jean-Marie Gomas, sort d'une civilisation, parce que finalement, il y a une défaite, en tout cas philosophique, parce qu'on le sait, la grande majorité des Français sont favorables à l'euthanasie, et donc c'est finalement une défaite aussi philosophique, c'est la victoire des droits de l'homme et des droits de l'individu qui prime. Vous avez absolument raison, c'est vrai. Et le docteur Gomas dit effectivement que c'est un dogme. Il a absolument raison. C'est-à-dire que malheureusement, tous les éléments de réflexion, tout ce que l'on peut dire à ceux-là même qui font la promotion de l'euthanasie tombent. Il se trouve que j'ai eu un débat récemment avec le député Falorni sur cette question-là. C'est pas la première fois, mais enfin en particulier. Et lui, effectivement, pour promouvoir l'idée de l'euthanasie, a nié que la Belgique avait été officiellement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour effectivement parti pris. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Dans le livre de Jean-Marie Gomas, tout est précisé. Dans un autre de mes livres qui s'appelle « Quand l'euthanasie sera là », qui est plus sur ce sujet-là, j'essaye de développer effectivement toutes ces questions-là. Si vous voulez, il y a 2-3 problèmes. Le premier problème, c'est celui de la violence aussi qui sera faite et qui est faite depuis 1 mois, 2 mois, 10 mois, 2 ans, depuis que les consultations ont été lancées, à l'égard des médecins et des équipes qui sont sur le terrain. Elles ont l'impression, elles sentent, elles disent que le soin ne peut pas inclure ces gestes-là. Que le soin est incompatible avec le fait de donner la mort. Et malgré ça, on continue à promouvoir cette idée-là. Deuxième difficulté, nous constatons, d'un point de vue, si vous voulez, pratique et effectivement philosophique, que non seulement c'est un processus qui est absolument incontrôlable et qui donc produira ses effets d'agrandissement de plus en plus, de façon de plus en plus grande. Mais deuxièmement, il y a un effet, ce que je développe dans mon livre, il y a un effet de contagion. C'est-à-dire que poser une question comme celle-là, est-ce que vous voulez bénéficier, entre guillemets, de l'euthanasie ? C'est poser une question qui laisse à supposer que l'indignité des personnes est interrogée de manière à ce que cette indignité-là puisse bénéficier de l'euthanasie. Mais qui est digne en fin de vie ? Qui se sent digne, si vous voulez ? Les personnes âgées se sentent-elles dignes ? Non. Les personnes qui sont en situation de dépendance se sont-elles dignes ? Non. Donc insister sur cette indignité, c'est promouvoir par effet de contagion
cette offre d'euthanasie ou de suicide assisté qui ne ferait là aussi que croître et embellir. C'est pour ça que c'est une question qui est à la fois complètement dogmatique, comme le disait le docteur Gomas, et en même temps qui est une question extrêmement dangereuse à terme parce qu'elle va avoir des effets d'entraînement de plus en plus grands à l'égard d'un plus grand nombre de populations. Donc si vous voulez, on traite d'un cas particulier ou de cas particuliers ou d'exceptions exceptionnelles, voilà, et que plutôt que d'essayer de les régler par le soin, par le traitement contre la violence, par la prise en charge, par l'accompagnement, par les moyens donnés aux soins palliatifs, on considère qu'il y a une solution extérieure à tout cela qui serait l'aide active à mourir. Alors, il y a tout un dossier dans le dernier Incorrect, notamment sur la Belgique. Rémi Carlu, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est Marc Aubrégon qui en a parlé chez vous. La Belgique qui est finalement l'avenir de ce qui pourrait se passer en France si l'euthanasie était légalisée. Absolument, parce que Emmanuel Macron, encore une fois, avec son en même temps là-dessus, nous a un petit peu entourloupé, parce qu'il a parlé d'un modèle français de la fin de vie. Vous voyez, donc on imagine tous, enfin la France, ce grand pays civilisé, va éviter toutes les dérives qui peuvent exister ailleurs. Emmanuel Macron, qui ailleurs a dit qu'il était favorable à ce que la France évolue vers le modèle belge. Voilà, comme ça, on comprend pas ce que ça veut dire. Alors la Belgique, oui, parce que c'est un pays francophone, effectivement, qui est frontalier, où des Français ont déjà été, je crois, se faire euthanasier. Quelques dizaines par an, pas plus. Voilà. Oui, c'est assez peu d'étrangers, et qui surtout a effectivement une législation très très laxiste, qui a été un pays qui l'a légalisé, je crois, en 2002, donc ça fait un petit moment avec les Pays-Bas, ils font partie vraiment des pays précurseurs en la matière. Effectivement, donc ce qui est intéressant en Belgique, et là c'est la législation qui au fur et à mesure, si vous voulez, est devenue de plus en plus laxiste. Je crois qu'un grand tournant au milieu des années 2010, 2012, 2014, et aujourd'hui, pour les troubles psychiques ou psychologiques, comme on dit, des mineurs peuvent se faire euthanasier, et puis il y a régulièrement, si vous voulez, des polémiques. La plus récente, c'était, alors là, c'est pas lié, enfin c'est pas quelque chose de structurel, mais c'est une euthanasie qui avait raté, donc le médecin a dû finir la personne au coussin en l'étouffant. Donc vous imaginez la scène. Et puis surtout, je crois qu'il n'y a pas de consultation. Là, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas de consultation obligatoire de la famille en Belgique. Ce qui fait qu'encore une fois, il y a tout un tas de polémiques, puisqu'ensuite les familles se retournent contre les médecins, parce qu'en fait, c'est une sorte d'acte un petit peu autoritaire fait dans le secret, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une commission qui est censée piloter l'euthanasie, mais dans lequel il y a des conflits d'intérêts, et qui semble-t-il mentirait en plus sur les chiffres officiels qu'elle divulgue. Donc si vous voulez, il y a tout un tas de polémiques partout. Et effectivement, c'est l'enfer de l'euthanasie, l'engrenage dont on parlait tout à l'heure, qui aboutit à cette situation. Et juste pour parler de la question de la contagion mise en avant par M. Leguet, rappelons qu'au Québec, je crois, ce sont 7% des morts qui aujourd'hui sont de l'euthanasie. 7%, donc vous voyez, l'effet de contagion, c'est terrible. C'est énorme. Alors, docteur Jean-Marie Gomas, là-dessus, sur le modèle belge qui est assez vertigineux. Oui. Surtout, vous n'avez pas parlé des mineurs aussi, elle a été ouverte aux mineurs en Belgique. Alors, fort heureusement, il y a peu de mineurs qui ont été euthanasiés en Belgique, mais il y en a eu quelques-uns. Depuis 2014, c'est autorisé. En fait, la Belgique a une espèce de viscosité vis-à-vis de sa propre loi qu'elle n'applique pas. Elle a d'ailleurs donc été condamnée pour partialité de la commission de contrôle par la Commission européenne des droits de l'homme. Et les Belges qu'on invite sans arrêt dans notre pays, on se demande vraiment pourquoi. Parce que moi, j'ai été invité pendant très longtemps à Bruxelles pour donner des cours. Là, ils ne m'invitent plus. On se demande pourquoi aussi. Et on invite sans arrêt des Belges qui nous disent que tout va bien chez eux. Non, tout ne va pas bien. Vous avez fait un très bon travail là. Il y a eu d'autres travaux qui ont été faits très approfondis sur la Belgique qui montrent que le respect de les lois ne tient pas. Cette jeune femme de 23 ans, Chanty Di Corté, qui a été euthanasiée il y a 2 ans en Belgique parce qu'elle était dépressive. Vous vous rendez compte, si on dit à tous les dépressifs qui ont du mal à s'en sortir, qui peuvent avoir droit à l'euthanasie, mais c'est une porte ouverte contre quelque chose qui détruit complètement le lien de la civilisation. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dépressives chroniques et qui ont du mal à vivre. Dites à un psychiatre qui fait de la prévention du suicide toute la journée dans son boulot, s'ils ont du mal à s'en sortir, on peut ouvrir la voie de l'euthanasie ou du suicide
assisté, mais c'est totalement insensé en termes de projet civilisationnel. On se demande comment des responsables politiques n'entendent pas ces arguments. Eh bien, ils n'entendent pas. Aussi incroyable ça puisse paraître. Ils le font effectivement avec une légèreté, c'est ce que rappelle Pierre Manant dans le débat, c'est qu'ils le font avec une légèreté philosophique qui fait peur, en fait, qui fait peur sur une question, encore une fois, qui est la question la plus vertigineuse qui soit, la légalisation de la mise à mort. Ils le font avec une légèreté qui est terrifiante. Ils n'entendent rien. Le conseil consultatif national d'éthique français a changé de position en 5 ou 10 ans. Donc il y a 10 ans, c'était un non total à l'euthanasie, puis maintenant c'est un oui, voilà, sans grand-chose. C'est effectif. Et il faut souligner que les Français ne demandent pas ça. Vous avez dit tout à l'heure, un peu imprudemment, que la grande majorité des Français sont pour l'euthanasie. C'est faux. C'est une manipulation des chiffres. Regardez les enquêtes bien faites. C'est pas une majorité. D'abord, vous avez déjà vu, vous, une majorité de Français d'accord sur la même chose? Ça existe sûrement pas 95%. Non, il y a une chose importante qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que quand on fait des enquêtes bien faites, comme vient de le faire le gouvernement sur les priorités des Français, l'euthanasie n'apparaît pas dans les 15 premiers sujets. Donc, mais qu'est-ce que c'est que cette manipulation des médias qui nous disent toute la journée, les Français veulent? Non, il y a même une association qui dit marre d'attendre la permission de tuer. C'est totalement insensé de médiatiser ça sans réfléchir que c'est une manipulation. Alors, il y a une solution qui est les soins palliatifs. Damien Leguet, je voulais revenir avec vous là-dessus, parce que, donc, évidemment, philosophiquement, c'est compliqué. Donc, c'est toute une réflexion sur la souffrance. Peut-on laisser les personnes souffrir autant? Faut-il voilà, avec le progrès technique, on peut évidemment ralentir la mort au maximum. Et donc aujourd'hui, comment faire face à cette révolution technique qui nous permet de vivre plus? Est-ce que les soins palliatifs peuvent être la solution pour vous, et le développement des soins palliatifs plutôt que la solution de l'euthanasie? Je voudrais juste revenir une demi-seconde sur le cas de la Belgique, qui a été bien indiqué. Dans mon livre, j'en parle aussi beaucoup. Il faut rajouter à cela 2 choses. La première, c'est qu'on considère, je parle du professeur Sicard lui-même, pour ne pas parler des autres, qu'il y a à peu près 50% d'euthanasie qui ne sont pas déclarées. C'est-à-dire que comme c'est un contrôle a posteriori, à ce moment-là, c'est comme la peur du gendarme, si vous voulez. Si vous avez peur du gendarme, vous n'allez pas vous mettre en situation de déclarer quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Donc 50%, c'est un chiffre à peu près accepté, des euthanasies ne sont pas déclarées. Donc il n'y a pas de contrôle, ou très mal. Il y a 50% d'euthanasies qui ne sont pas déclarées. Et effectivement, comme ça a été dit, on est quand même en situation, il faut réfléchir une demi-seconde là-dessus, puis j'en viendrai au soin palliatif, mais une demi-seconde là-dessus, on en est effectivement avec Chantilly de Corte à considérer que quelqu'un qui n'est pas en fin de vie, 23 ans, qui est en bonne santé, d'une part, d'autre part, et aussi qui souffre de maladies psychiques. Donc on considère à un moment donné, il faut réfléchir une demi-seconde là-dessus, on considère à un moment donné que cette maladie psychique ou une maladie psychique peut être inguérissable, ad vitam aeternam. C'est-à-dire on considère qu'à 23 ans, on peut dire qu'une personne qui souffre d'une maladie psychiatrique, psychique, est inguérissable. Il faut quand même réfléchir une demi-seconde sur ce que ça veut dire. Voilà. Quand on parle d'euthanasie aux gens. Oui, c'est ça. C'est le message qu'on envoie aux gens. Mais quand on considère que l'euthanasie pourrait être donnée en fin de vie, bon, on peut y réfléchir, on peut dire tiens, juste avant la mort, etc. Bon, mais là, il y a quand même une transgression quand même, et même un saut qualitatif, quantitatif, ce que vous voulez, qui est absolument dingue. Alors, sur les soins palliatifs, évidemment, c'est là où le débat est absolument paradoxal, si vous voulez. C'est qu'on ne donne pas les moyens aux soins palliatifs de se développer de façon, sans doute, à créer des problèmes qu'on veut régler par l'euthanasie. Vous voyez, on se dit, bon, écoutez, soyons clairs, soit on développe une bonne fois pour toutes les soins palliatifs et on fait en sorte que les 150 000 ou 200 000 personnes qui ne peuvent pas chaque année avoir accès aux soins palliatifs puissent y avoir accès, ce qui est une inégalité fondamentale devant la mort. Soit on fait ça, soit on considère que effectivement il faut directement, ce qui est le cas maintenant, en passer à l'euthanasie. Donc là il y a quelque chose qui est une forme d'inconséquence et même d'injure qui est faite aux soins palliatifs, qui est absolument, me semble-t-il, absolument contraire à tout le bon sens. Alors évidemment, on va conclure avec vous, Jean-Marie Gomas, sur votre position justement sur les soins palliatifs, et puis on va être obligé de terminer cette table ronde.
Ma position est très claire et nous l'avons publiée de nombreuses fois. Et en fait, vous savez, il faut rappeler une évidence. La seule manière de vivre, c'est de vieillir. Et par conséquent de mourir un jour, tout simplement. Mais quand on dit ça à des responsables politiques, ils changent de couleur. Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur angoisse de mort. Alors, beaucoup d'entre nous sommes angoissés par la mort. Et c'est normal. Mais cette fin de vie-là, qui fait partie de notre humanité, de la grandeur de notre vie, qui est constitutive du sens de notre vie, il faut partir de là. Le soin palliatif, c'est confronté à cette finitude, s'occuper du confort et de la communication du sujet, pour qu'il fasse de son mieux jusqu'au bout. Ce sont des choses très simples, qui sont loin d'une espèce de maîtrise superficielle de notre monde contemporain. C'est aussi peut-être tout simplement pour ça que c'est difficile de faire entrer le soin palliatif. Vous savez, en Autriche, les budgets soins palliatifs promis lors de la dépénalisation du suicide assisté ne sont jamais arrivés. Voilà. Donc le risque est là aussi. Donc voilà, développer les soins palliatifs peut être la solution justement pour éviter l'euthanasie. Merci à vous, docteur Jean-Marie Gomas. Je rappelle, vous êtes auteur de ce livre Fin de vie, peut-on choisir sa mort? L'euthanasie n'est pas la solution, aux éditions Artege. Merci à vous, Damien Leguet. Je rappelle que vous êtes philosophe et deux de vos livres, le fin mot de la vie aux éditions du Cerf et Quand l'euthanasie sera là. Et merci à vous, Rémi Kerlu. Je rappelle la dernière urne de l'incorrect, euthanasie, la grande confrontation, notamment avec tout ce dossier donc sur la Belgique, on en a parlé, et puis cette confrontation entre le philosophe Pierre Manant et Alain Finkielkraut. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci à vous.